Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai passé la nuit dans un vol de retour de Vancouver. J'étais à Vancouver hier avec une autre équipe étudiante où on travaillait avec des entreprises qui se demandent justement comment le monde des affaires peut aider à rendre le monde meilleur. Alors, c'était tout à fait d'à propos. Et aujourd'hui, j'arrive avec vous et je vous amène un peu la même pensée. Je suis Jean-Michel Champagne, j'enseigne au département de management d'HEC. Je suis aussi entrepreneur, intrapreneur, père de famille, bûcheron à mes heures aussi, acériculteur, jardinier, menuisier. On pourrait faire une liste, c'est assez long, mais une chose est certaine, c'est que je suis ici dans un élan de partager un peu ma curiosité. Ma curiosité aussi est mon introspective, pour toujours se demander, est-ce qu'on est capable de subvenir à nos besoins? Est-ce qu'on comprend le monde dans lequel on est? On est présentement dans une situation où l'humanité est confrontée à un de ses plus grands défis, les changements climatiques. Et lorsque j'enseigne, lorsque je suis en classe, lorsque je parle avec des gens jeunes et moins jeunes, je me rends compte que l'éco-anxiété commence à faire beaucoup de ravages dans la société. C'est un mal qui nous ronge, c'est une crainte par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Un sujet assez lourd, mais que je vais essayer de rendre un peu léger pour vous donner des pistes de solutions. Donc, il y en a peut-être des fois des ultra-sportifs qui aiment manger de la crème glacée. Moi, je suis un écologue, donc j'aime bien plutôt planter des choux, faire un potager. Chacun a ses trucs pour pouvoir changer ses idées. Je me pose toujours la question, pourquoi on fait de l'éco-anxiété? D'où ça vient, cette éco-anxiété? Il faut remonter un peu en arrière. Il faut remonter un peu au fondement de l'humain. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme humains? Eh bien, ce que je me rends compte, c'est que depuis la nuit des temps, depuis que l'humain existe, depuis qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, on cherche à remplacer ce qui nous demande de l'effort, de l'énergie, on cherche à l'externaliser, à se débarrasser de ce qui ne nous plaît pas pour pouvoir se concentrer sur ce qui nous plaît. On a eu droit à 4 révolutions industrielles. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept. Je vous le présente rapidement. La première révolution industrielle au 19e siècle a été celle de la mécanisation avec l'invention de la machine à vapeur. Plus besoin de travailler, une machine peut le faire pour nous. La seconde est venue avec la production en série. Pensez au modèle de production en série des voitures Ford, le modèle T. Grâce à la voiture, grâce à la mécanique des déplacements, on n'a même plus besoin de jambes. On a des machines maintenant qui, grâce à un apport énergétique extrême, nous déplacent sans forcer. Dans les années 50 est arrivée l'informatique, l'électronique et les télécommunications. C'est fantastique, on n'a plus besoin de calculer, on n'a même plus besoin de se parler, on a maintenant des ordinateurs qui le font pour nous. Aujourd'hui, en 2023, on a les 2 pieds dans la 4e révolution industrielle, celle de la virtualisation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on parle énormément ces jours-ci de l'intelligence artificielle, des robots conversationnels. On a des pays qui commencent à bannir certains outils de robots conversationnels parce qu'on a une crainte de le perdre. Eh bien, devinez quoi? C'est la 4e révolution industrielle, celle de la virtualisation. Nous n'avons plus besoin de dépenser d'énergie pour réfléchir et se faire une opinion. On a réussi à mécaniser la réflexion humaine. On en est rendu là. On a toujours cherché à éliminer ce qui nous fait brûler des calories. Forcer, bouger, parler, penser, c'est du passé. On n'en a plus besoin, pensez-y, c'est fantastique. Et pourtant, on n'a jamais été aussi éco-anxieux. On n'a jamais vécu une anxiété de société aussi forte qu'aujourd'hui. On a encore des crises, oui, il y a des guerres. Comme je vous disais, j'étais à Vancouver hier et à chaque fois que je vais à Vancouver, je me fais un devoir de marcher sur West Hastings et d'aller du côté est de la ville pour voir les enjeux de société, les enjeux de drogue et d'inéquité qui sont là, les enjeux d'intégration des communautés autochtones. On a un devoir de prendre conscience du monde qui nous entoure pour se battre justement contre cette anxiété sociale-là. Du côté de l'éco-anxiété, eh bien, cette éco-anxiété, selon moi, elle vient un peu de cette prise de conscience qu'on est dans un monde en mutation et qu'on a réussi à tellement bien mécaniser tout ce qui nous entoure que si on venait qu'à se ramasser nu en forêt, avec aucun outil moderne, probablement que l'anxiété atteindrait son comble. Mettez-vous à la place. À chaque fois qu'on fait un film ou une émission, c'est toujours pour nous faire vivre des émotions fortes. Eh bien, envoyer 2 personnes nues en forêt, c'est un hit, parce que ça vient rechercher quelque chose qui active des émotions en nous et qui nous fait une certaine forme d'anxiété. Tant que ça se passe à la télévision, ça va bien. Mais quand ça se passe dans nos vies, c'est autre chose. Pour comprendre l'éco-anxiété, il faut se donner une définition. Je vous donne ici une petite définition clinique assez simple. Je suis professeur, après tout. J'aime bien expliquer ces choses-là avec des définitions tirées de la littérature scientifique. L'éco-anxiété, c'est ce sentiment d'anxiété ou de préoccupation que l'on ressent à cause des bouleversements causés par les changements climatiques et l'appréhension de ses conséquences.
L'appréhension des conséquences des changements climatiques, ce n'est pas très difficile. Il vous suffit d'ouvrir les journaux, de regarder l'Internet, de voir qu'est-ce qui se passe pour comprendre que les changements climatiques sont déjà là. 73 %, c'est la proportion des Québécois et Québécoises de 34 ans et moins qui souffrent d'éco-anxiété en 2022. C'est la proportion statistique. Si vous en ressentez de l'éco-anxiété, c'est tout à fait normal. C'est la majorité des gens, des jeunes gens qui en ressentent. Un des trucs de l'Association des médecins psychiatres du Québec, évidemment, il y en a plein des trucs. On a même réussi à mécaniser le traitement de l'éco-anxiété. On peut même vous donner des médicaments contre ça s'il faut. Mais je vous déconseille de mécaniser le traitement de l'éco-anxiété. Je vous recommande plutôt d'éviter. Souvent, lorsqu'on a une phobie, lorsqu'on a une peur, lorsqu'on a une forme d'anxiété, ce que les psychiatres vont dire, c'est que la pire chose que vous pouvez faire, c'est essayer de vous en cacher. Si vous avez une crainte ou une forme d'éco-anxiété par rapport au changement climatique, cessez de lire les journaux, cessez de constater les changements qui se passent autour de nous ne sera pas la solution. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre conscience des éléments dont vous avez besoin pour vivre, pour bien les contrôler. Si on est capable de comprendre toutes ces choses qu'on a oubliées de faire, tout ce qui s'est perdu à cause de la fameuse mécanisation des révolutions industrielles, peut-être que ça va nous donner les outils pour être capable de se battre contre notre propre faiblesse par rapport au changement qui se passe. Peut-être que ça va nous donner des outils comme individus pour faire partie de la solution globale. Parce que oui, il y a des solutions globales, mais seul, on ne pourra pas y parvenir. Je vous invite à regarder 3 éléments de vos vies. Les 3 éléments essentiels, selon moi, pour survivre à la journée, c'est très simple. Le premier, c'est de se loger. Si vous n'êtes pas capable de vous loger ou de vous faire un abri, vous mourrez. Regardez tous les guides de survivalistes, regardez toutes les émissions de survie en forêt ou dans la nature. Amusez-vous à aller les voir. La première chose qu'on doit faire, c'est se trouver un abri. Si vous avez déjà été perdu en forêt et que vous avez cherché une grotte, probablement que vous l'avez cherché longtemps, c'est très difficile. Je ne vous dis pas d'apprendre à faire des cabanes en forêt, mais je vous demande juste de réfléchir. Êtes-vous en contrôle sur votre logement? Votre deuxième besoin essentiel est celui de manger. On a besoin d'un apport calorique. Même si on a réussi à inventer toutes sortes de robots, d'algorithmes, de programmes et de machines pour dépenser les calories à notre place, vous avez quand même besoin d'un minimum de manger. Vous avez besoin d'un minimum calorique. Et je n'embarquerai pas sur les troubles d'obésité qu'on a aujourd'hui, parce qu'on en mange beaucoup les calories en général, mais imaginez l'espace d'un moment si vous n'aviez plus accès à l'alimentation. Et le troisième besoin essentiel, c'est se vêtir. Se vêtir est essentiel. Pas de vêtements, on a perdu tous nos poils, on a évolué. N'essayez pas de sortir dans la rue nu. Premièrement, vous n'allez pas survivre, et deuxièmement, on va vous rentrer en dedans. Ça pourrait régler le problème du logement, mais je ne le vous recommande pas. Restons habillés. Le logement. Pourquoi le logement est une source d'anxiété? On vit présentement à Montréal une crise du logement sans précédent, à Montréal, au Québec et dans l'ensemble du monde. 53 %. C'est la différence entre le prix des loyers qui sont affichés présentement pour les gens qui se cherchent un logement et le coût moyen des loyers payés à Montréal. Ce qui veut dire que si vous êtes à la recherche d'un logement présentement, la prime moyenne, le surcoût moyen que vous allez payer pour un logement en date d'aujourd'hui à Montréal, dans le Grand Montréal, va être 53 % plus élevé que ce que vous devriez payer normalement selon le prix des logements qui ont suivi l'inflation. Ce qui fait en sorte que se loger est essentiel. Pour la majorité des gens, c'est soit une hypothèque, soit on se loge avec un loyer. Mais si on paie 53 % de plus, il y a un effet boule de neige. Ça veut dire une plus grande partie de notre budget va aller à ce coût fixe qui est se loger. Ce qui m'amène à une deuxième statistique, celle de manger. On a besoin de manger. 11,4 %, c'est l'augmentation du coût du panier d'épicerie au Canada en 2022. C'est la plus forte augmentation du coût de l'alimentation en 45 ans. Nous n'avons jamais connu une inflation du panier alimentaire aussi forte. Non seulement l'alimentation coûte plus cher, mais en plus le logement coûte plus cher, ce qui fait en sorte qu'à Montréal, présentement, depuis la fin de la pandémie de COVID, les banques alimentaires ont connu une croissance de la demande de 37 %. Le tiers de la population montréalaise vit présentement une situation d'insécurité alimentaire. Et pour augmenter le problème, comme les gens sont obligés de travailler et n'ont même pas assez d'argent pour se nourrir, les banques alimentaires et les organismes manquent de bénévoles et manquent de dons et manquent d'employés parce qu'on est en situation de plein emploi. Et finalement, se vêtir. Se vêtir est un peu moins dramatique. On est capable de garder nos vêtements plus longtemps, on est capable de se laisser changer. Mais l'industrie du vêtement a toutefois une lacune qu'on ne voit pas. Il y a un impact invisible.
L'industrie vestimentaire est responsable de 10 des émissions de GES globaux. C'est la deuxième industrie en importance après les transports en fait d'émissions de GES. Et les vêtements qu'on porte sont responsables de 20 des microplastiques que l'on retrouve dans les océans à cause des fibres qui se détachent. Posez-vous cette question. Vous loger, vous nourrir et vous vêtir. Est-ce que vous êtes autonome? Je vous présente une petite grille ici, très, très facile, une grille que je me suis posée moi-même, une grille que je me donne moi-même comme outil de référence pour savoir à quel point je suis autonome, à quel point je peux survivre si on m'envoie nu en forêt. Donc, côté se loger, seriez-vous capable de construire votre maison? Ça serait vraiment le niveau ultime, le Saint Graal, c'est de construire sa maison par ses propres moyens. Et en bas, petite erreur ici, changer une ampoule. Changer une ampoule est vraiment le minimum. Si vous n'êtes pas capable de changer une ampoule, dites-vous qu'il vous manque un petit quelque chose. Au niveau de l'alimentation, l'autosuffisance. L'autosuffisance est le concept où finalement, vous n'avez plus besoin d'aller à l'épicerie. Vous êtes capable de produire soit par vous-même ou dans un cycle court tous les aliments et toutes les calories que vous avez besoin. Et à l'extrême en bas, les nouilles ramen, le bon vieux classique. Je ne dis pas d'arrêter de manger des nouilles ramen, on a tous un peu pressé de temps en temps, mais si la seule chose que vous êtes capable de cuisiner, c'est des nouilles ramen en sac, peut-être que vous auriez besoin de repenser votre autonomie alimentaire. Et au niveau des vêtements, est-ce que vous êtes capable de designer, de fabriquer vos vêtements vous-même? C'est tout un travail, honnêtement. Je vous le garantis, je vous en parle un peu après. Fabriquer ses propres vêtements, alors qu'on a réussi à ultra-mécaniser la chaîne de valeur, est très complexe. Et à l'extrême opposé, c'est magasiner chaque semaine chez Zara pour être sûr d'avoir toujours la mode du jour à portée de main. Donc, vous pouvez soit créer votre style, soit compter sur la mode hebdomadaire. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Moi, j'aime bien cet exercice-là, parce que depuis que je suis tout jeune, je crois que c'est quelque chose qui me hante, que j'ai pris conscience. Je me souviens, je viens d'une famille de gens très autonomes. Mon père était entrepreneur, on était à la campagne, on construisait des maisons. Donc, quand j'étais jeune, quand j'avais 4-5 ans, j'accompagnais mon père sur les chantiers. On avait une certaine autosuffisance alimentaire. J'ai planté mon premier potager vers 4 ans. J'ai appris à faire la boucherie vers 5 ans. On était à la campagne, c'est une autre époque, ça fait un certain temps. J'ai appris à aller à la pêche moi-même et dépecer mes poissons vers 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné les outils, on m'a donné les connaissances pour le faire. Et ce côté des vêtements. Côté des vêtements, il y a des choses que je me suis dit, est-ce que je pourrais aller plus loin? Je vous donne un exemple ici. Quand j'ai terminé mon MBA à HEC Montréal il y a 7 ans, j'avais cette fibre-là, j'avais la fibre d'entreprendre. Si vous croisez des gens de MBA, ils vont tous vous dire, lorsqu'on termine un MBA, à la dernière minute, qu'est-ce qu'on veut? On veut entreprendre quelque chose de nouveau. Quand j'ai terminé mon MBA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti une business avec ma femme. J'ai parti une business vestimentaire. Ma femme étant japonaise, elle avait un petit dédain, un petit béguin pour tout ce qui est la mode japonaise, les kimonos. Alors, on a décidé de dire, pourquoi on ne se part pas une business où on pourrait aller chercher au Japon des kimonos que les Japonais ne veulent plus, les ramener à Montréal, les vendre et les transformer, faire du upcycling. Dans ma démarche vestimentaire, je me suis rendu compte assez tôt que je ne suis pas très bon pour coudre des vêtements. S'il fallait que je vous amène des chemises que j'essaie de me fabriquer, je n'aurais pas l'air de ça sur le stage aujourd'hui. Sauf que je me suis entouré de gens qui ont ces connaissances-là. J'ai trouvé des tailleurs, j'ai ma conjointe qui importe des kimonos, et quand un kimono est plus bon, qu'est-ce qu'on fait? On le désassemble et on le transforme. Mon nœud papillon, mon veston, c'est ça que ça a l'air, prendre un kimono et le transformer. C'est du upcycling. C'est des vêtements qu'on peut défaire et qu'on peut refaire. Lorsque vous avez vos vêtements à la maison et que vous avez un trou, vous avez un accroc, êtes-vous capable de les réparer? Ayez ce thinking-là. Êtes-vous capable de voir plus loin et de dire comment vous pourriez réduire votre impact environnemental? Un deuxième exemple, je vous présente ici mes enfants, mes marmots. Comme je vous disais, lorsque j'avais 5 ans, mon père m'amenait sur les chantiers. Alors, devinez qu'est-ce que je fais avec mes enfants. Quel thinking que j'ai eu. Full disclosure, je suis capable de construire une maison. Actuellement, c'est ma maison. Je suis en train de la reconstruire de l'intérieur avec les matériaux que je vais aller chercher directement sur mes terres. Parce qu'il est arrivé un point où je me suis dit, faire une maison, ce n'est plus suffisant. J'aimerais ça être capable d'aller chercher littéralement le bois que j'ai besoin. Alors, ce que j'ai fait avec ma femme, c'est qu'on a pris nos kimonos. La COVID est arrivée. On a commencé à transformer notre maison en atelier de fabrication de masques. 6 000 masques plus tard, en soie de kimono, on se demandait quoi faire. La COVID continuait. La vente de masques diminuait. On a acheté une terre à bois. Première chose que j'ai fait, j'ai coupé des arbres, je les ai fait scier, je les ai ramenés chez moi et on a commencé à reconstruire la maison de l'intérieur avec le bois qu'on allait chercher dans la forêt. C'est quand même assez fantastique. Et au côté alimentaire, là, on peut en pousser aussi loin. Ce que je vous montre là, c'est mes abeilles. Mes abeilles, c'est un élément parmi tant d'autres. Pourquoi des abeilles?
Parce que c'est facile de faire de l'apiculture. Il vous suffit d'avoir un peu d'espace, idéalement à la campagne. En ville, il y a beaucoup d'abeilles. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut faire des échanges. Ah, je vais faire des abeilles, je vais faire du miel. J'ai un ami à moi qui fait du sirop d'érable. On va s'échanger du miel contre du sirop d'érable. J'ai des amis qui ont des immenses potagers. Moi aussi, j'ai un potager. On ne fait pas pousser la même chose. On va commencer à s'échanger ensemble. Je peux vous garantir que quand l'été arrive et que je vais à l'épicerie, le panier est relativement vide. Il va y avoir des choses qu'on ne peut pas faire nécessairement toujours soi-même. J'ai essayé de faire du pain. Tout le monde a essayé de faire du pain pendant la COVID. Et vous savez tous comme moi que quand on fait son pain maison, ce n'est pas toujours bon. Donc, il y a des choses pour lesquelles on a encore besoin de l'épicerie que vous ne pourrez pas remplacer. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses que vous seriez capable d'acquérir, de devenir un peu plus autonome? Ayez cette réflexion-là. Vous voulez manger frais? Jardinez. Ça prend juste un petit carré. Prenez une clé, ouvrez la porte derrière chez vous et allez jardiner. Réparer des trucs, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de grandir dans un atelier, dans une famille d'entrepreneurs. Toutefois, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que tous les entrepreneurs, tous les gens qui sont habiles de leurs mains, tous les menuisiers vont avoir cette passion de transmettre. Vous pouvez aller suivre des ateliers de do it yourself. Alors, faites du DIY, réparez vos choses vous-même. Apprenez à le faire, même si personne ne vous l'a appris. Vous allez vous rendre compte que les patenteux sont les gens les plus généreux de leur temps. Avoir du style, pas obligé de partir une business d'importation de kimono, je vous rassure. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais donnez-vous le défi de tricoter. Donnez-vous le défi de réparer vos vêtements. On ne peut pas être bon dans tout. En fait, ce que je vous demande de faire, lorsque vous allez prendre cette conscience-là, si vous sentez un peu d'éco-anxiété, je vous recommande de ne pas fuir, de ne pas faire une fuite par en avant, mais de vous poser des questions et de ralentir. Est-ce que vous ressentez de l'anxiété ou de l'éco-anxiété parce que vous avez perdu un peu le contrôle sur ce que vous faites dans vos vies? Commencez par perdre votre temps. À chaque fois qu'on automatise quelque chose, qu'on mécanise quelque chose, c'est toujours pour gagner du temps. Ralentissez, perdez du temps et faites des erreurs. Ça, c'est le genre de choses que normalement, quand j'enseigne, je ne dis pas à mes étudiants. Je leur dis ne faites pas d'erreurs. Mais je vous le dis en réalité, si vous voulez réduire l'anxiété, donnez-vous l'occasion de faire des erreurs. Trouvez vos forces. Vous ne pouvez pas être bon dans tout. Je ne suis pas bon à faire du pain. Je ne suis pas un bon couturier. Toutefois, il y a des choses dans quoi j'excelle. Je suis bon à faire pousser des légumes et je suis capable de réparer des maisons et de remplacer des toilettes. Et finalement, échanger. Échanger, c'est de trouver les gens qui peuvent et d'échanger avec eux ce que vous pouvez. Échanger, c'est d'être ici aujourd'hui et de vous encourager à agir. Alors, mon conseil que je vous dis, c'est agissez dès maintenant. Merci à tous.